Aujourd'hui, et avec le recul du temps, je considère un peu mon passage dans la forêt comme une sorte d'initiation. Je ne crois pas que j'aurais survécu en plaine sans cet exercice. Si je me sentais en danger dans les bois, faire face au terrain découvert allait être une véritable épreuve. Je me rendis compte, tardivement, que la forêt avait été un refuge. La faune y était à mon échelle, les arbres me garantissaient un lieu sécuritaire pour la nuit, et il y avait des cachettes, bosquets de fougères et trous de rochers à profusion. En plaine, évidemment, rien de tout cela n'avait cours. Pas un abri. Je passais des nuits terribles, et le gibier, comme les carnivores, semblait avoir pris une taille démesurée. La nuit fut une chose affreuse. Durant la journée, j'étais vulnérable. Chaque soir, je me demandais si je serais encore vivante le lendemain. Que ce soit pour fuir ou les affronter, les carnassiers possédaient sur moi un atout majeur. L'odorat. Si j'avais dû en rencontrer un en pleine nuit, je ne serais sûrement plus là pour en parler. Je ne m'imagine pas, n'imagine même personne, capable d'assurer une fuite nocturne à l'aveuglette face à un raptor de 4 mètres de long. Les premiers jours, j'ai eu de la chance. C'était la fin de la saison sèche. Les pluies diluviennes annonçaient le retour des troupeaux, les carnivores allaient avoir de quoi s'occuper. Et en bonus, elles masquaient mon odeur. Seulement de reste, les nuits étaient tout de même pénibles. La venue des sauropodes m'accordait un peu de répit, soit, mais je restais dans la précarité question nourriture. Jusque-là, je chassais au jour le jour et consommais sur place les aubaines occasionnelles. Il me fallait trouver un moyen pour conserver d'éventuels restes, ce qui me permettrait d'aborder l'avenir de manière plus tranquille. Les jeûnes de 3 jours, c'est l'habitude des carnivores, pas la mienne. Ces reptiles peuvent avaler des quantités astronomiques de viande et faire carême pendant des semaines. Mais moi, pauvre humaine inadaptée, je ne pouvais pas adopter ce système. Et pourtant, croyez-moi, j'ai eu la sottise d'essayer. Après avoir quitté la protection des sylves, je vivotais pendant une dizaine de jours. Un matin, je découvrais au détour d'une concrétion rocheuse la carcasse d'un grand carnivore. Comme je ne suis pas corentin, je suis incapable de vous dire duquel il peut bien s'agir. De loin, ça ressemblait vaguement à une sorte d'allosaure. Il avait dû mourir récemment car le corps était encore intact. Je lui lançai 2 pierres dans la figure, par acquis de conscience. Je ne tenais pas à avoir de mauvaises surprises. Comme il paraissait bien mort, j'ai sorti mon couteau. Vous pensez bien qu'une telle aubaine ne se représenterait pas de sitôt. Je taillai dans son flanc un carré aussi grand que moi, et à ma vive déception, en tirant dessus, je n'en retirai que de la peau. La bestiole devait macérer au soleil depuis un certain temps. Au moment où je plantai de nouveau mon couteau, cette fois dans la chair que j'avais mise à nu, 3 charognards émergèrent d'une colline, attirés sûrement par l'odeur. J'arrachai rapidement un bout de viande et je filai avec mon butin, déçu d'une si maigre prise. Je n'eus que le temps de m'enfuir sous les cris de menace des raptors, le bout de viande entre les dents. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet animal était coriace. Plus coriace que tout ce que j'avais expérimenté jusqu'à présent. Les petites dents n'arrivaient même pas à prendre prise sur le peu de chair que je lui avais arraché. C'était complet. Je ne retirais de la bataille qu'un lambeau de peau et un bout de viande, en étant tout de même arrivée première, et en fin de compte, il était immangeable. Je me demandais ce que je pourrais bien faire du morceau de peau. Ça aussi, c'était sûrement indigeste. Je réfléchis. Le truc était presque aussi haut que moi. Je trouvais. J'allais me positionner au pied d'une falaise rocheuse. Quand je suis occupée, ma plus grande crainte, c'est de me faire attaquer par derrière. Et je commençai à faire un feu. Je tendis la peau au sol, à l'aide de bâtons plantés en terre, et je commençai à la gratter. J'avais coincé le manche de ma lance entre 2 rochers, à environ 1,50 m du sol, au-dessus de mon foyer, et j'avais laissé mon sec dessus pour qu'il ne m'encombre pas. Une fois que je fus à peu près satisfaite de mon travail, je laissai la peau sécher au soleil, en surveillant les environs. Heureusement, l'odeur du feu maintenait les indésirables à distance. Quand le cuir commença à être sec, je grattai la surface cornée à l'aide de mon couteau, pour en enlever les écailles les plus dures, et je passai la peau au-dessus du feu. L'aspect final rappelait vaguement la peau de chamois, en un peu plus rugueux,
en bien épais et en moins souple. J'étais satisfaite. Mes récentes expériences m'avaient appris à ne pas être trop regardante. Malgré la chaleur du jour, la température chutait beaucoup au coucher du soleil, et j'étais contente d'avoir trouvé quelque chose pour me garder de la fraîcheur nocturne. La peau de l'allosaure, suite au traitement que je lui avais administré, conservait toujours une pénétrante odeur de fumée. Odeur qui devint peu à peu la mienne, entendu que je m'en couvrais chaque soir. Ce qui eut l'effet bénéfique de réduire à néant ma propre odeur et de repousser les insectes, qui, comme tout un chacun sait, ont horreur de la fumée. Heureusement, car la sève de séquoia associée au soleil brûlant commençait sérieusement à m'attaquer le derme. La viande que j'avais fumée se dégrada en une sorte de pâte compacte, plus facile à mâcher que son état d'origine. Je m'aperçus également que cette espèce de pemmican pouvait rester ainsi sans pourrir pendant des semaines. Conservation fait loi, j'adoptai définitivement la viande fumée. Je fus un peu plus tranquille la nuit. Maintenant que mon odeur se situait à mi-chemin entre le résineux et le brûlé, il y avait plus de chances que l'on me prenne pour un bout de bois sec. Cela ne m'empêcha pas de chercher pendant des heures chaque soir un coin protégé où passer la nuit. J'étais devenue nomade. Ce devait être une vingtaine de jours après l'épisode de la peau. Je m'en souviens assez bien parce que c'était le premier jour de soleil depuis. J'étais en campagne pour dénicher de nouveaux pâturages, mon terrain du moment étant fort peu giboyeux. Je longeais une chaîne de collines couverte de conifères, balayée par un vent frais et vif, une espèce de toundra à mi-chemin entre la garrigue et la pinède, quand à travers le vent me parvint un concert de mugissements rauques et roulants. Je gravis la colline par curiosité, et croyez-le ou non, ce que je vis fut sûrement le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. La première chose qui me sautait aux yeux, ce fut la mer. La grande étendue bleue, superbe et scintillante sous le soleil. Depuis le temps que je parcourais la région, j'étais peut-être sur une île. Voilà donc d'où venait ce vent. Sur une large plage sablée, un troupeau était en marche. Une colonne d'iguanodons, les plus magnifiques animaux qui aient jamais traversé le Crétacé. Des sauropodes, ils avaient la taille et la force sans en avoir la lourdeur. Des avipelviens, ils avaient la course sans l'aspect fragile ou menaçant. Et ils avançaient, les nomades du Mésozoïque, de leurs démarches chaloupées, leurs jambes comme des colonnes, les bras plus courts, presque des bras d'hommes. Les adultes, de 6 mètres de haut, à 4 pattes. Les jeunes, qui m'arrivaient à peine à l'épaule, sur 2. Et ce troupeau en marche faisait une cacophonie magnifique. J'ai l'impression d'une vision. Des dizaines d'animaux qui avançaient sans ordre précis, mais tous dans la même direction, tous de la même espèce, tous du même clan. C'était beau. En queue de peloton, un petit dinosaure d'à peine 3 mètres de long les suivait, à vitesse réduite, le dos cuirassé de plaques osseuses et couvert d'épines. Il portait au bout de la queue une concrétion osseuse, une véritable masse d'armes. Je le reconnus comme une espèce d'ankylosaure nommé Polacanthus. Les membres de la famille des ankylosaures, pour une raison qui échappe encore un peu aux scientifiques, s'étaient fait une spécialité de la vie avec les troupeaux d'iguanodons, et plus tard de leur cousin austral, les mutaburrasaures. Je n'ai fait que 2 pas, et ce fut le coup de pied dans la fourmilière. L'un des animaux poussa un roulement rauque, une sorte de très profond dans la gorge, et tout le troupeau s'arrêta. Les petits se positionnèrent derrière les adultes. Les adultes me firent face. 3 grands mâles, suivis d'un plus jeune, s'avancèrent jusqu'à distance raisonnable et me considérèrent de loin, gravement. Je comprenais leur réaction. Elle correspondait à peu de choses près à l'attitude qu'adoptait chaque animal à mon égard quand il me rencontrait pour la première fois. Certes, à vue de nez, cette chétive bipède sans écailles, sans cornes, et qui sentait l'incendie, aux griffes trop molles, aux dents trop petites, et à la taille négligeable, paraissait bien inoffensive. Le hic était que leur référence principale, l'instinct, cette merveilleuse base de données qui se transmet de génération en génération, ne possédait rien à mon sujet. J'étais un fichier blanc, le grain de sable dans la mécanique. Et de fait, chaque carnivore restait généralement quelques minutes à me considérer en hésitant, avant de comprendre que je pouvais servir de proie potentielle. Les iguanodons ne firent pas exception à la règle. Même si je paraissais inoffensive, la prudence animale leur recommandait la méfiance.
Un jeune mâle s'approcha et me regarda, du haut de ses 3 mètres et des brindilles. Il avait 3 raies noires sous l'œil, et je pus voir que cet œil, noir et rond, contenait plus de curiosité que de crainte. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de me retrouver en face de l'œil d'un âne. Avez-vous jamais remarqué comme les ânes ont de beaux yeux? Ces yeux qui portent derrière eux 3000 ans de coups de bâton, et qui resteront pour jamais à travers l'espèce empreinte d'une ineffable et merveilleuse douceur. Un grand animal poussa un meuglement rauque et le jeune mâle recula. Celui qui s'avança était une grande femelle de presque 7 mètres de haut. Sur le coup, je ne le remarquai pas, mais cette femelle était la plus grande du troupeau, la plus âgée par conséquent. Son œil à elle était sévère. Elle avait à la base du cou 2 traits noirs qui se croisaient en X. Je n'étais pas à l'aise, vous vous en doutez bien. Mais il aurait été bien imprudent de s'enfuir ou de faire un geste brusque. Cette masse de muscles de 3 tonnes pouvait l'interpréter comme une agression. Et je savais de source sûre que quand un iguanodon se dresse sur 2 pattes, sa vitesse de course peut atteindre les 30 km à l'heure. Étant donné leur masse, vous reconnaîtrez que c'est un exploit dans le règne animal. Je ne bougeais pas. Tout le troupeau semblait attendre le verdict de la grande femelle qui était en train de m'examiner. Le seul resté indifférent à l'anxiété générale, c'était l'ankylosaure qui profitait du peu de mouvement pour rattraper son retard et gagner la tête de la colonne. La grande femelle pencha vers moi sa tête énorme. Je sentis mes cheveux se soulever un peu quand elle me renifla. Elle agita un peu la tête et parut satisfaite de son examen. Elle m'envoya un dernier regard impérial, se détourna, poussa un meuglement prolongé et le troupeau se remit en branle. Prenant cela pour un signe de bon augure, je suivis le troupeau, et par la suite, je ne l'ai plus quitté. Que regardez-vous, monsieur? Le soleil se couche, en effet. Je ne dormirai pas, si c'est ce que vous voulez savoir. Comme votre appareil est toujours branché, vous pouvez vous endormir si bon vous semble, je ne m'interromprai pas. Je ne sais plus où j'en étais. Vous ai-je nommé les principaux membres du troupeau? Avec le temps, je donnais des noms à tout le monde. C'était une manière de marquer mon appartenance, de les différencier aussi, et en même temps, cela m'évitait de perdre l'usage de la parole. J'avais peur que le mutisme ne me fasse perdre la tête. Quand je vivais dans la forêt, j'avoue que cela a failli se produire. J'ai vécu avec eux, monsieur, et fatalement, je m'y suis attachée. Dans les premiers temps, aucun d'eux ne me faisait confiance. Leur attitude se limitait à m'ignorer. Le jeune mâle dont je vous ai déjà parlé fut le premier à rompre la glace. Il prit l'habitude de marcher à mon côté. Cela commença ainsi. Il devait faire entre 3 et 4 mètres. C'était déjà un jeune adulte. Je vous avoue que sa compagnie me plaisait. Ce jeune animal aux yeux si doux, le premier qui m'accepta, je le surnommais Philo. J'ai pris l'habitude de l'organisation du troupeau. Il était guidé et dirigé par cette grande matriarche, aux 2 rayons X. Elle possédait une autorité assez extraordinaire. Le X sur son cou détermina le nom que je lui donnais, Artaxerxès. Oui, le choix est étrange, je le reconnais. J'avais dû lire ce nom autrefois dans un livre d'histoire grecque ou quelque chose qui y ressemblait. Ça m'avait marqué. J'ai depuis un certain penchant pour les noms peu courants. Le troupeau avait à sa disposition les 3 plus grands mâles pour lui servir de sentinelles. Ils étaient en cela relayés par 5 mâles plus jeunes, quand ils devaient aller eux aussi boire, dormir ou se sustenter. Généralement, quand la colonne était en marche, ils suivaient ou précédaient le reste du troupeau. Le plus grand des 3 était un bel animal sombre au ventre clair, qui portait un certain nombre de rayures jaunes sur les flancs et le cou. Par une association d'idées qu'il m'est impossible d'expliquer, je l'appelais Caraya. Le deuxième était atteint d'un mélanisme rare, la contrée étant quasi tropicale. Il n'avait pas une touche de couleur sur tout le corps. Je le baptisais Grand Noir. Le dernier enfin était le plus reconnaissable par un trait de personnalité très simple. C'était un animal couleur terre de sienne, avec quelques touches de vert, mais plus que la couleur de sa robe, qui était commune à la moitié du groupe, celui-ci était borgne. Un combat contre un carnivore avait dû lui valoir son œil droit. Je le nommais Nac un œil, que l'habitude me faisait parfois raccourcir en Nac. Il y avait aussi quelques femelles, Passy, Gay, Maa. Je mis plus de temps à les différencier. Mais la galerie serait incomplète si je passais sous silence l'espèce de tatou primitif qui suivait notre troupeau. Le petit Polacanthus que rien ne semblait concerner.
Au bout de quelque temps, je le nommai Kazoo. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais depuis le temps que je n'avais plus conversé avec un être humain, j'avais perdu de beaucoup de la notion du pourquoi. Que ce soit de l'extérieur ou de moi-même, je prenais les choses comme elles venaient, sans trop chercher à comprendre. Pendant longtemps, j'ai vécu en suivant le troupeau. J'évitais encore les actes déplacés, comme de faire du feu ou de chasser en présence des autres. J'ignorais quelle serait leur réaction. Nous longions la mer, les plages et les falaises. Toutes les haltes qui stoppaient le troupeau étaient pour moi propices à la chasse. Le temps passant, j'ai commencé à différencier leurs roglements, à savoir quand Taxerxès sonnait la halte, s'ils ne s'arrêtaient que le temps de boire ou s'ils y resteraient jusqu'au lendemain. Quand il semblait que la pause dura quelques heures, je m'éloignais du troupeau et je me mettais en chasse. Quand j'en avais le temps, j'allumais un feu, contre le vent, pour que l'odeur n'atténue pas le groupe, et je fumais mes prises. Quand j'entendais le signal du départ trop tôt, je fourrais ma nourriture dans mon sac, quel que soit son état, et j'attendais la prochaine halte pour achever. J'ai un peu changé de méthode de chasse quand j'étais sur les falaises. Je n'aimais pas m'attaquer aux ptérosaures qui avaient leur quartier. Ils étaient nombreux, mais difficiles à attraper, et puis le plus souvent de taille réduite. Si les plus grands frisaient le mètre 50, certains étaient aussi gros qu'un moineau. Mais quand j'étais moi aussi pressé par la faim, toute proie me paraissait valable. Il m'arrivait parfois de jouer les pique-assiettes. Je repérais un groupe de ptérosaures, d'Apéjara par exemple. Il y en avait beaucoup sur ces rivages, avec leurs crêtes, et ils ressemblent un peu à des dindes qui auraient une tête de casoar. Je me mettais en embuscade derrière les rochers, et j'attendais que l'un d'eux revienne avec une prise. Un poisson, quoi. Les ptérosaures n'ont pas le bec adapté pour avaler leur proie en plein vol. Ils doivent se poser. Je faisais la voleuse. Le tapéjara en était quitte pour un poisson perdu. Ce n'est pas très reluisant, je l'admets. Mais bon, n'oubliez pas que la faim peut vous réduire à toutes les extrémités. C'est égal, je n'aimais pas faire ça. Surtout qu'il arrivait que l'animal défende son dîner. Et dans ce cas, je courais le risque de me retrouver avec tous les seins sur le dos. Peu agréable quand il s'agit du tapéjara, c'était la chose à ne pas faire avec certains ptérosaures plus petits, de type Rhamphorhynchus, au bec en harpon barbelé de dents en saillie. J'aurais dû essayer la pêche peut-être. Mais les eaux du Crétacé ont leurs dangers. Crocodiles, mosasaures, Cryptoclidus. Les dragons qui rôdent sous la surface sont aussi terribles, sinon plus, que ceux qu'on peut croiser sur les terres. Plus furtifs, plus sournois, parfois plus rapides et surtout bien plus grands. Je l'avais entendu dire et cela me suffisait. J'approchais de l'eau le moins possible. Il m'est souvent arrivé de voir au loin un ptérosaure se faire happer en plein vol par un prédateur des eaux profondes. Un très gros prédateur. Je devais jouer avec une prudence de tous les instants. Soit, je pouvais maintenant compter avec la protection d'un troupeau. Mais toutes les fois où je devais m'en éloigner, je devenais une cible facile. Sortir du troupeau, c'est devenir une proie. J'avais tout intérêt à ne prendre aucun risque inutile. Plus rarement, je tentais la capture d'une volaille, quand je n'avais vraiment rien à me mettre sous la dent. Il y avait déjà des oiseaux à cette époque, c'est d'ailleurs une des choses qui m'a permis plus tard de me situer. Ces volatiles avaient encore la queue plate et les attitudes du reptile, mais ils volaient déjà, et plutôt bien en fait. On voyait que les archéoptérix primitifs étaient déjà dépassés. À peu de choses près, c'étaient nos oiseaux actuels. Mais je ne les chassais que rarement. Trop difficiles à attraper et trop petits pour en valoir la peine. À la rigueur, il m'est arrivé de leur voler un œuf ici ou là. Mais généralement je les laissais tranquilles car ils défendaient leur nid becs et ongles. J'avais pris l'habitude de marcher à côté de Philo. Les premiers temps étaient calmes, mais je craignais la venue des carnivores. Vous voyez d'ici le tableau. À coup sûr, il suffisait de la présence d'un carnassier pour que ce soit la débandade dans le troupeau. Les iguanodons possédaient deux atouts que je n'avais pas, la taille et la vitesse. J'avais peur que ce genre de situation critique ne m'amène à me faire piétiner, voire plus simplement complètement dépassé par la colonne, et devenir par conséquent la seule proie en lice. Cela n'a pas manqué. Quelques semaines après avoir rejoint le troupeau, nous subissions une attaque de raptors. Le troupeau était en marche, sur une bande de sable bordée de fougères hautes. Il y avait peu de mouvement dans les fougères et cela m'avait vaguement interpellé. Généralement, des buissons un peu bruyants sont la garantie qu'il ne s'y trame rien de dangereux. Je n'étais pas la seule à m'inquiéter. Sartaxerxès et Caraïa semblaient nerveux. Je me trouvais en avant de la colonne, aussi j'ignore si ce sentiment touchait également Grand Noir et Nakaneuil qui fermait la marche. Brusquement, un roglement bref et nasal retentit en queue de poleçon. Presque immédiatement, ce fut la panique dans le troupeau. Le même cri fut répété par une dizaine d'animaux, suivi d'un bruit de cavalcade.
Ce genre de signal est impératif, je fus la seule à avoir eu le réflexe de me retourner. Sa signification était sans ambiguïté, il signifiait danger. 4 raptors de belle taille tentaient un assaut sur l'arrière-garde. Chaque animal s'est dressé sur 2 pattes et leur vitesse de course m'éberluait. Les cris d'alarme résonnaient de tous les côtés, je ne savais plus quoi faire, j'étais complètement ahuri. Avisant une jeune femelle à ma taille qui allait me dépasser, je lui sautai sur le dos en pensant au minimum 1 tonne et demie, sur la masse, je ne devrais pas trop la ralentir. Elle prit peur, croyant peut-être avoir affaire au carnassier. Les raptors assaillent leur proie en sautant dessus. Ils s'y accrochent en enfonçant leurs ergots et leurs griffes dans le dos de leur victime et cherchent à atteindre le cou pour mordre la nuque. S'ils y arrivent, c'est la mort à brève échéance. Je claquai plusieurs fois de la langue à proximité de son conduit auditif, et j'essayais de la rassurer. J'avais l'habitude de signaler ma présence au sein du troupeau par des claquements de langue. Quand je déambulais parmi eux, j'avais souvent peur qu'en se retournant trop brusquement, l'un d'eux ne m'envoie un coup de queue par mes gardes. Elle ne fut pas rassurée pour autant, il faut bien le dire, mais elle n'essaya plus de me désarçonner. Je ne vis pas ce qui se passait à l'arrière. En tout cas pour une première fois, l'iguanodon me paraissait une monture bien inconfortable. Ils balancent fortement leur bassin, à gauche et à droite, et appuient de tout leur poids sur leur foulée pour l'utiliser comme propulseur. Dans le même temps, ils font basculer leurs épaules, pour suivre le mouvement des jambes et faire contrepoids. Ça tient du vaisseau du désert, en plus brusque et plus rapide. J'ai manqué plusieurs fois de tomber. Heureusement, ils restent très courbés dans leur attitude générale, pour ainsi dire à la manière des kangourous. S'ils avaient dû se redresser jusqu'à la station verticale, j'aurais été incapable de me tenir dessus. Je ne sais pas si les raptors ont été récompensés de leur attaque, mais ils ne nous ont pas rattrapés. Quand le troupeau se calma, après avoir parcouru au pas de course une distance raisonnable, je descendais de ma monture. À vue de nez, il semblait que personne ne manquait à l'appel. J'étais satisfaite de voir Philo indemne. C'est bête, mais je m'y étais déjà attachée. Je ne le remarquais pas immédiatement, mais le Polacanthus ne suivait plus le groupe. Les ankylosaures sont de masse plutôt conséquente, leur armure pèse un certain poids, et ils sont généralement incapables de courir. Le lendemain, nous vîmes Kazuo arriver comme une fleur, son allure tranquille de vieille tortue. À voir ses yeux éteints et sa démarche régulière, il ne donnait pas l'impression d'avoir remarqué quoi que ce soit. Son apparence imprenable devait le prémunir de manière constante contre les prédateurs. Il avait sûrement l'habitude de voir les raptors se détourner de lui. En les voyant en le voyant arriver, je restais en place, pétrifié par son air blasé. Il redressa un peu la tête, l'air de dire « Bah bien quoi, on continue ?» Et il m'a dépassé, sans même émettre un grognement. Sacré Kazu. Sa souveraine confiance n'avait pas fini de me surprendre. Vous baillez, monsieur. Vous pouvez dormir tranquille. J'ai perdu l'habitude de dormir la nuit. La nuit, voyez-vous, j'avais toujours peur. Le sommeil est une morphine merveilleuse, mais cela vous fait perdre toute notion de l'ouïe et du reste. Me faire tuer pendant mon sommeil est toujours resté ma plus grande crainte. Au soir, le troupeau se rassemblait à l'appel de Xartha, la grande matriarche. Nous couchions alors des poules. Je ne sais pas si les iguanodons craignaient vraiment le froid, avec l'épaisse couche cornée qui leur couvre le derme. Peut-être après tout. Ils n'avaient pas d'écailles à proprement parler, mais une peau très épaisse et rugueuse. Ce sont des animaux à sang froid, ils n'ont pas les atouts des mammifères pour réguler eux-mêmes leur température. Les sudations et les frissons que l'homme moderne trouve si désagréables sont inconnus des grands reptiles. C'est un de leurs torts. Vous pouvez trouver aujourd'hui dans le commerce des désodorisants et des antitranspirants, c'est-à-dire si la civilisation a renié l'homme. Les sueurs évacuent la chaleur du corps et le rafraîchissent par leur action humide, tout en mettant les toxines à la porte et en brûlant les microbes qui stationnent sur l'épiderme. Tous ces bienfaits dont l'humain ne retient qu'un seul inconvénient, l'odeur. Ce sont ces choses qui ont permis aux mammifères de survivre et qui est une des causes de notre existence. Oh, pensez-y. Rappelez-vous que même de nos jours, les serpents, les lézards et autres reptiles peuvent mourir de la température. Quel dommage si c'est notre cas, n'est-ce pas? Une chaleur accablante vous fait dire « je boue ». Un lézard bouillira vraiment. Sa peau hermétique empêchera la chaleur de s'échapper et fera monter la température comme une cocotte minute. Ils n'ont pour se prémunir du seuil fatal que les facteurs extérieurs, tels que l'ombre ou l'eau. Heureusement, la plupart d'entre eux ont plutôt besoin de chaleur. Le froid réduit leur fonction vitale et les rend léthargiques. Cela paraît inoffensif, mais on passe habituellement sous silence les animaux à sang froid qui meurent durant l'hibernation quand l'hiver s'avère trop rude. Je m'éloigne un peu du sujet.
Que ce soit pour se garder du froid ou par mesure de sécurité, le troupeau dormait en groupe. Prudence oblige, les plus jeunes avaient leur place au centre. Les adultes étaient plus ou moins en cercle, sans ordre précis. Certains avaient leurs habitudes. Nakanoï, par exemple, aimait s'endormir face au soleil, appuyé sur le flanc de Karkara. Un autre. Ces deux-là étaient au moins frères. Mais ce genre d'intimité n'était pas courant. Souvent, quand le troupeau croisait la route des carnivores dans la journée, un ou deux adultes restaient en sentinelle les premières heures. C'est au coucher du soleil que les prédateurs sont les plus dangereux. Après quelques jours de timidité, je passais mes nuits dans la protection du cercle. Je ne dormais pas la nuit. À peine trouvais-je un peu de somnolence les heures qui précédaient le lever du soleil, quand le ciel s'éclaircissait. J'ai un peu hésité, puis comme cela ne semblait pas le déranger, je me serrais contre le flanc de Philo. J'avais beau avoir ma peau qui sentait la fumée, cette nuit était fraîche. J'avoue que la première fois, j'eus du mal à me coucher à cause de cet animal de 4 mètres. Est-ce que les dinosaures rêvent? On n'est jamais à l'abri d'un faux mouvement. S'il venait à se retourner, je me prenais 2 tonnes de muscles reptiliens dans la figure. Heureusement, Philo était quelqu'un de très peu remuant. En fait, il était très tranquille. Il avait généralement dans les yeux cette innocence mal assurée des jeunes adultes, pas encore sortis de l'insouciance de l'enfance, pas encore rentrés dans les responsabilités de l'animal pleinement mature. C'était vraiment quelqu'un de très doux. Je ne trouverai sûrement jamais de comparaison pour évoquer son caractère. Car croyez-le ou non, ces reptiles ont chacun leur caractère propre. Autant certains étaient fort colériques, autant d'autres semblaient regarder la vie avec le regard profond et mélancolique du philosophe. Philo et Nak étaient de ceux-là. Karaya, Grand Noir, Pasi, Gay et quelques autres avaient l'habitude des mâles et femelles dominants, que leur conférait leur âge et leur taille. Xartaxerxès était la grande souveraine du clan. En tant que telle, elle avait la lourde charge de veiller sur lui, le guider et le protéger. La matriarche n'a jamais failli à son devoir. Il me semblait parfois qu'elle ne dormait jamais. Dès avant le lever du soleil, elle était déjà debout, et elle restait éveillée longtemps après qu'il ne soit couché. Au matin, après que le soleil soit levé, Xartaxerxès roglait plusieurs appels roulants et prolongés, et le troupeau reprenait sa marche. Mon troupeau semblait préférer longer les plages. À moins que ce ne soit plus simplement Xarta. Elle marchait toujours en tête et personne ne s'écartait de son sillage. Les grandes étendues marines avaient l'avantage de croiser la route des rivières, et ces larges surfaces permettaient de voir venir le danger de très loin. Depuis la première attaque, j'avais pris l'habitude de sauter sur le premier iguanodon venu, dès qu'un assaut de raptors semblait imminent. Je parle beaucoup des raptors, c'est vrai, mais c'était le principal prédateur de ces régions. Bon, il m'est arrivé d'en croiser d'autres, mais c'était si rare. Avec le temps, le troupeau m'avait entièrement accepté, et ne semblait pas plus me considérer en intrus que le Polacanthus qui le suivait. Cela m'a conforté. J'ai fini par me sentir des leurs. Ce fut mon plus grand tort. Mais contrairement à l'animal, l'homme ne recherche pas que la protection, il recherche aussi la société. Je profitais de la sécurité du troupeau, je voulais sa société. Parfois, souvent même, leur attitude envers moi m'a induite en erreur. Il semblait presque me montrer de l'affection. Mais Xarta veillait. Et il suffisait de voir son œil noir, plein de méfiance et de sévérité, pour me souvenir que j'étais seulement acceptée, pas adoptée. Car si je pouvais compter sur l'affection de Philo, j'ai eu la chance de ne jamais avoir de désillusion à ce sujet, il semblait manifeste que Xartaxerxès ne me portait pas spécialement dans son cœur. Certes, elle s'habitua aussi à ma présence, mais toutes les fois que je croisais son regard, ma confiance fondait comme neige au soleil. Je ne pouvais pas aller à l'encontre du fait que j'étais différente d'eux. Il m'arrivait de faire comme si de rien n'était, mais elle ne l'oubliait jamais. Je n'étais pas comme eux. Je n'avais pas leur taille, ni leur manière de marcher. Je ne m'alimentais pas comme eux. Je suppose. Mais connaissant Xarta, il est très possible qu'elle ait aussi remarqué. Enfin, en d'autres termes, j'étais autre. Et ce qui est autre doit être surveillé. J'étais traité en compagnon, non en égal. Kazuo avait l'avantage de n'offrir aucune ambiguïté sur sa nature. J'étais l'inconnu, et la nourriture que je sortais de mon sac était discrète, mais sujette à caution. Même si je m'abstenais de chasser ou de faire cuire mon repas devant eux, cela restait suspect, du moins pour la matriarche. Je crois que Xarta fut à la longue la seule à me considérer de la sorte. Pour les autres membres du groupe, je finis,
comme Kazu, par faire partie du décor. Je ne vous cache pas que, d'une certaine manière, Xerxes m'impressionnait. Il y avait en elle une intelligence que j'aurais cru impossible d'un cerveau aussi reptilien que peut l'être celui d'un iguanodon. Les dinosaures ont mauvaise presse de ce côté, en général. On les prend pour des brutes stupides, monsieur. Laissez-moi vous dire que parmi les sauriens de cette époque, ceux-là me paraissaient les plus civilisés. Et parmi eux, même si ce qui me restait d'affection allait à Philo, je ne pouvais détourner l'esprit de Xartha. Allié à sa force naturelle et à son caractère, son expérience et son intelligence lui conféraient une puissance digne des Césars. Nous étions son peuple. Elle n'en était pas le chef, mais le guide et le protecteur. C'est une énorme responsabilité que de gouverner de la bonne façon. Je crois que d'une certaine manière, je l'admirais. Il y avait de l'humain en elle. J'ai mis du temps à me faire réellement accepter. Il y a eu des aléas. Sans aller dans son sens, je crois que l'on peut dire de Xartha que sa méfiance à mon égard était justifiée. Je la soupçonne d'avoir flairé la carnivore. Mais aborder ce sujet est encore prématuré. Je vous parlerai de ça plus tard.